Voilà. Et donc, comme je l'ai résumé tout à l'heure, il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs actions. Alors, dans le cas de secours, on ne peut pas venir s'asseoir et puis prendre conférence par conférence. Donc, j'ai fait une synthèse d'un certain nombre de rencontres. Donc, je suis allée peut-être période où action remarquable par action remarquable. Et donc, c'est ce qui a donné donc ce plan que nous sommes en train de suivre. Mais je pense que dans votre, au niveau des ressources là-bas, je pense que c'est un peu plus, il y a des leçons. Voilà. Et donc, nous allons parler maintenant de synthèse et actions pionnières de lutte contre les changements climatiques. Donc, les premières actions, les résultats de ces actions ont pu donner et autres. Les objectifs donc visés par cette partie du cours, c'est de donner des généralités sur les engagements internationaux des États contre les changements climatiques et identifier les principales décisions des différentes rencontres internationales sur les changements climatiques de 1979 à 1994. Et donc, à l'issue du cours, l'apprenant doit connaître les généralités sur les engagements internationaux de lutte des États contre les changements climatiques et connaître aussi les principales décisions des différentes rencontres ou conférences internationales sur les changements climatiques de 1979 à 1994. Et donc, la leçon ou la partie est structurée en 5 sections. D'abord, on va passer un peu à travers une sorte de généralité sur les engagements internationaux. Ensuite, on va parler de conférences sur le climat de 57 à 88. Bon, on va aller un peu avant 79. Et ensuite, on va arriver sur la disposition et conférences sur le climat de 90 à 91. Et ensuite, on va parler du sommet de Rio de 1992, hein, de ce sommet-là à la Convention cadre en 1994. Le sommet de Rio, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit? Ok, on va y arriver, mais comme souvent il y a des choses là, dans l'actualité, on en parle souvent. Voilà. Mais on va y arriver. Et donc, en 1895, devant l'Académie des sciences de Suède, Arrhenius explique que la vapeur d'eau et le gaz carbonique présents en faible quantité dans l'atmosphère jouent un rôle majeur dans l'équilibre climatique, en exerçant un puissant effet protecteur contre la perte de chaleur par élément. Donc, vous comprenez ce que cette phrase veut dire, non? En temps normal, il y a une faible teneur de CO2 et de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et cette faible teneur joue un rôle majeur. Elle permet donc de capturer, comme on l'a vu pendant le cours du changement, sur les changements climatiques, l'énergie infrarouge que la Terre va émettre. Et donc, puisque cette énergie est piégée, ça va contribuer à chauffer l'atmosphère terrestre de façon normale, à chauffer l'atmosphère terrestre. Et si cet effet de serre normal n'existait pas, la Terre serait à moins 18 degrés Celsius. Est-ce qu'à moins de 18 degrés Celsius, on peut vivre ici? Donc, ici, nous ne sommes pas habitués à ça. Ailleurs, peut-être. Ailleurs, mais si toute la Terre avait cette température moyenne de moins 18 degrés Celsius, ça veut dire qu'ailleurs même, où on parle de température de peut-être moins 40, moins 50, il serait à moins combien? Peut-être moins 100.
peut-être moins 70, moins 80, et la vie serait vraiment impossible sur Terre. Voilà. Et donc, celui qui fait les choses, ou la nature elle-même, si on veut s'exprimer ainsi, oui, bien que je te vois. Ça s'est bien passé. Merci beaucoup. On dit quoi, j'ai quoi ici? Ah, ils ont bien écrit, je ne peux pas ouvrir ici. C'est quelqu'un qui va ouvrir les portes. Merci. Ok. Je disais que la nature, si on veut s'exprimer ainsi, selon le langage scientifique, mais si on veut rentrer dans un autre langage, on peut dire que celui qui a créé toutes ces choses, il sait ce qu'il fait. Et il a créé les choses de cette façon pour que les hommes puissent vivre sur Terre. Alors, non, donc c'est normal. L'effet de serre est normal sur Terre. On est d'accord avec ça. Monsieur Souka et Nafi, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, madame. Voilà. Et donc, vous voyez que grâce à cet effet de serre qui est bénéfique, la température moyenne à la surface du globe est maintenue à un niveau compatible avec la vie. La vie, ce n'est pas seulement la vie des humains, mais la vie de toutes les espèces, végétales comme animales. L'ONU met en garde contre le développement de l'usage des combustibles fossiles, estimant qu'il devrait se traduire par une augmentation de la température moyenne de la Terre. Cette hypothèse n'a pas été prise au sérieux. Vous voyez, et c'est comme ça souvent à les scientifiques qui découvrent des choses importantes, mais l'homme simple ne peut pas comprendre. Et il y a certains même qui ont été tués parce que ce qu'il disait, les gens trouvaient ça tellement absurde. Mais lui, il a parlé en son temps, en 1895, et bon, qu'est-ce que lui là, il raconte? Cependant, suite à ces mises en garde, les nations ont engagé la lutte contre les changements climatiques à travers plusieurs rencontres. C'est une synthèse donc, de cette lutte. En fait, après ces mises en garde, les gens même ont commencé à voir que les choses ont changé, qu'il y a des changements à plusieurs niveaux et vont même pousser maintenant à la mesure constante donc, de la température et autres, et même de la teneur de CO2 dans l'atmosphère. Et ils vont voir qu'il y a des petits changements. Et donc, pour faire une sorte de synthèse ici, on peut dire qu'en 1827, dans la première description donc, de l'effet de serre par le mathématicien français Fourier, il a recours donc à l'analogie de la serre. La serre que vous voyez souvent, voilà, pour décrire le phénomène naturel de rétention partielle des radiations solaires par l'atmosphère. En 1873, dans la fondation de l'OMI, Organisation météorologique internationale à Vienne. Et donc, c'est le début donc, des observations météorologiques standardisées. En 1967, on a les premières prévisions d'un changement climatique planétaire. Donc, deux scientifiques prévoient le doublement de la concentration de CO2, c'est-à-dire de la date en question, au début du 19e, au début du 19e siècle, et une évaluation de la température moyenne de 2,5 degrés. En 79, disons à peu près 12 ans après, on a la première conférence sur le climat à Genève. Et elle va permettre donc de lancer un programme de recherche climatologique mondiale qui est confié à l'Organisation météorologique mondiale, au programme des Nations Unies pour l'environnement et au Conseil international des unions scientifiques. Et donc, vous voyez que l'Organisation météorologique internationale est devenue l'Organisation météorologique mondiale. Ensuite, en 1985,
à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Les États, donc, les États donc, qui sont plus partie de cette rencontre, s'engagent à protéger la couche d'ozone et à coopérer scientifiquement afin d'améliorer la compréhension des processus atmosphériques. Cette convention ne tient aucun dispositif contraignant, mais prévoit que des protocoles spécifiques pourront lui être annexés. En 1988, on a le protocole de Montréal. Je vous avais parlé de ce protocole pendant le cours sur les changements climatiques. Voilà. Relatif donc aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. En 1988, on a la création du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En 1989, on a la deuxième conférence mondiale sur le climat à La Haye. Les 12 États de la CEE, Communauté économique européenne, s'engagent donc, depuis 1989, donc, ils s'engagent à stabiliser leur émission de CO2 au niveau de 1990, c'est-à-dire donc de cette date-là à l'année 2000. En 1990, on a la publication du premier rapport du GIEC. Le rapport dresse le bilan des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs possibles répercussions sur l'environnement, l'économie, la société. Ce rapport a servi de base scientifique à la Convention cadre sur le climat, qui a eu lieu à Rio en 1992. En 1991, on a la première réunion du comité intergouvernemental de négociation. Ici, pourquoi on parle de négociation? Selon vous, M. Souka, pourquoi en parlant de cette lutte-là contre les changements climatiques, on peut dire que bon, le mot négociation fait son apparition? Voilà, en fait, ça n'arrange pas d'autres pays qui produisent les gaz. Ça n'arrange pas. C'est quoi qui n'arrange pas? Le fait de chercher d'autres gaz pour remplacer tout ça. Il faut le prendre. Qu'est-ce qui n'arrange pas? Le fait de changer de gaz. Qui a parlé de changement de gaz? Qu'est-ce qu'on a parlé de changement de gaz? Le changement climatique, comme le protocole qui dit qu'il faudrait supprimer d'autres gaz qui produisent la couche d'ozone. Non. Est-ce que jusque-là, oui, d'autres gaz, oui. OK. Donc, ça n'arrange pas certains États. Voilà. Qui veut ajouter autre chose? Nafi et M. Souka, est-ce que vous avez des ajouts à faire? Non, non. Vous n'avez pas d'ajouts à faire? Et Nafi? Non. Et donc, pourquoi on parle de négociation ici? On parle de négociation parce que c'est vrai, ce que la jeune fille a dit, c'est pas mauvais, c'est bien, mais elle veut dire qu'elle a trop spécifié. C'est les émissions même de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Parce que, pourquoi il y a négociation? Parce qu'il y a les intérêts économiques en jeu. Lorsqu'on demande, par exemple, à quelqu'un de réduire, par exemple, ses émissions de CFC, les gaz, on avait vu la fois passée, les gaz industriels. Quand on parle de gaz industriels, ça veut dire que l'industrie tourne. Si l'industrie tourne, qu'est-ce qui tourne? L'économie tourne. Alors, quand on vient dire aux États-Unis, par exemple, d'arrêter de produire ces gaz, vous voyez que ce n'est pas de gaieté de cœur. Et donc, il faut un comité pour négocier, pour faire, comment je vais dire ça? C'est-à-dire, ce que vous allez perdre, on va trouver, par exemple, d'autres solutions et autres. Et donc, il faut, les États envoient des représentants et table donc de négociation, les gens vont discuter pour trouver le juste milieu, ce qui peut arranger aussi bien l'économie des États que la lutte contre les changements climatiques. Et en 1992, on a le sommet de Rio
le sommet de la Terre à Rio, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ainsi que la Convention sur la désertification et la Convention sur la biodiversité sont ouverts à signature. Donc, vous voyez que ce sommet est très important. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous avez déjà entendu parler du sommet de Rio. Le sommet est très important parce qu'à ce sommet-là, il y a des dispositions qui avaient été prises. Et ces dispositions, maintenant, on les ouvre à signature. Et donc, les pays vont maintenant s'engager officiellement à marcher selon ce qui est écrit dans ces conventions. Et en 1995, on a la première conférence des parties à Berlin. Donc, à cette conférence particulière, il y a l'adoption du principe des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on appelle un quota d'émissions de gaz à effet de serre? Monsieur Foucault? Quota, moi je peux dire que quota veut dire quantité. Okay. Quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Quantité. Oui. Les deux dames, vous êtes d'accord? Allô? Moi, je suis d'accord. Et à quoi? Vous êtes tous d'accord que ce sont des quantités, mais quel genre de quantité? Parce que quand on dit un quota, ça y est, on va réunir tous les gaz ensemble. Non. Un quota, même dans la vie de tous les jours, vous dites à toi, tu as un quota. Une cotisation. Ce n'est pas une cotisation en tant que telle, mais c'est pas. Ça veut dire que c'est limité. Voilà. C'est une quantité, mais une quantité limitée. Il y a une contrainte qui est là. Hein? C'est comme on dit que le président vient dans votre région et on demande à chaque famille, c'est un exemple que je prends, à chaque famille de cotiser, c'est comme un quota, 2 millions. Si tu n'as pas, on dit c'est 2 millions. Tu dois te débrouiller pour avoir, c'est un quota, on t'a imposé quelque chose. Voilà. Et donc, il y a l'adoption du principe de quota d'émissions de gaz à effet de serre à cette première conférence des parties. En 1996, on a la création du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour soutenir l'action de la Convention. Et on a la deuxième conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Genève. En 1997, on a le deuxième sommet de la Terre à New York. On a eu le premier sommet de la Terre à Rio. Rio plus 5 se déroule à New York. Et à ce niveau-là, on fait un constat qui est le désaccord entre l'Union européenne et les États-Unis sur la réduction des gaz à effet de serre. Vous voyez que là, ça a commencé. Il y a une fois un désaccord, une mésentente. Dans la même année, il y a la troisième conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Et cette troisième conférence, en 1997, va donner quelque chose de très important qui est le protocole de Kyoto. On parle du protocole de Kyoto. On a parlé du protocole de Kyoto pendant longtemps. Et je pense qu'on continue de parler du protocole de Kyoto parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu un autre protocole fort pour remplacer Kyoto. En 1998, on a la 4e conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Buenos Aires. Cette conférence, donc, à cette conférence, il y a eu la confrontation, écoutez bien, entre les pays en développement et les pays industrialisés. Vous voyez que notre voix, enfin, pays en développement, mais ce n'est pas encore nous, mais les pays en développement commencent à se faire entendre. Voilà. En 2000, on a la 6e conférence des Nations Unies sur le changement climatique à La Haye. Et on a la confrontation entre les États-Unis et ses alliés. Les alliés sont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon. Donc, tout ce groupe-là est confronté à l'Union européenne. Vous voyez que c'est intéressant.
Ensuite, en 2001, on a les accords de Bonn et de Marrakech. C'est juste des traductions, une traduction juridique des règles de mise en œuvre du protocole de Kyoto. Et on a la création d'un comité ad hoc d'observance plutôt. En 2005, Kyoto entre en vigueur. En 2006, on a le partenariat de Sydney, qui est un partenariat Asie-Pacifique sur le développement propre et le climat. La notion de développement propre, lorsqu'on va parler de Kyoto, on va plus détailler ces choses. Et dans la même année, il y a la conférence de Nairobi qui permet une révision du protocole de Kyoto. En 2007, on a la création du forum des jeunes, excusez-moi, on a la création du forum des économies majeures sur le changement climatique et la mise en place donc du plan d'action de Bali dans la même année. Bali, c'est en Indonésie, il me semble. Ensuite, en 2008, on a la conférence de Poznan, qui est en Pologne, il y a une erreur. Et à ce niveau-là, à cette conférence, on va parler de l'adoption du paquet énergie-climat par le Conseil européen. En 2009, on a les accords de Copenhague. Les accords de Copenhague sont des accords très particuliers parce qu'à Copenhague, il y a eu un désaccord total. Ensuite, il y a eu plusieurs autres choses. Il y a eu les accords de Cancun, les accords de Durban. En 2012, on a eu les accords de Doha et le prolongement donc de Kyoto en 2020. Vous voyez, au début, je disais que Kyoto devait aller jusqu'en 2012. Mais donc, en 2012, ils ont vu qu'il n'y avait pas encore un autre test contraignant, donc il faut prolonger Kyoto. Et en 2013, on a les sommets de Varsovie qui vont mettre des balises pour négocier un accord mondial sur le climat en 2015 à Paris. Et parce que tout à l'heure, quand je faisais le résumé, je vous ai dit qu'en 2015, les États sont venus avec leur estimation d'émissions de gaz à effet de serre. Et cette estimation-là, on va les appeler donc des INDC, hein, c'est-à-dire ce qu'on veut, ou disons le quota qu'on veut respecter. Et en 2014, on a les sommets de Lima qui ouvrent une voie partielle vers un accord global en 2015 à Paris. En 2015, on a le sommet de Paris. Et depuis 2015 jusqu'à maintenant, hein, il y a eu plusieurs COP encore avec des décisions importantes. OK. Et donc, tout ce que je viens de dire, voilà, c'est le résumé qui est ici. Moi, ce résumé-là, elle est... Okay. Et donc, on va noter comme ça, comme une sorte de synthèse pour faire ressortir certains points clés. Et en 1992, les pays ont joint un traité international, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et les actions à mener pour... Donc, cette conférence va permettre d'adopter un certain nombre d'actions à mener pour réduire le réchauffement global et faire face à toute hausse inévitable des températures. La Convention cadre est un cadre pour les gouvernants de rassembler et diffuser les informations sur les gaz à effet de serre, sur les différentes politiques nationales et sur les meilleures mises en pratique. Vous voyez? Parce que si chaque État reste dans son pays et avec sa nation pour poser des actions, il faut que les autres soient mis au courant. Il faut que tous les États soient au même niveau d'information. Donc, la Convention cadre va permettre que ces informations-là soient rassemblées et diffusées. Ensuite,
C'est aussi un cadre pour mettre en œuvre les stratégies nationales, pour faire face aux émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts prévus, y compris la mise à disposition de soutien financier et technologique aux pays en voie de développement. Vous voyez. Et donc, pour faire face au changement climatique, pour réduire les émissions des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il faut des stratégies. Et dans ces stratégies-là, qui parle de stratégie, parle de moyens financiers et autres. Et donc, si les pays en voie de développement, ou bien les pays pauvres, je veux m'exprimer ainsi, n'en ont pas. Il faut venir, il faut les aider. Si on, par exemple, on nous demande d'utiliser le pétrole, comment on dit ça, ici de la biomasse, il nous faut soit avoir des industries pour transformer notre biomasse en pétrole, ou bien payer ce pétrole-là qui doit être plus cher que le pétrole que nous connaissons déjà, qui est déjà cher. Voilà. Ensuite, coopérer pour se préparer à l'adaptation aux impacts des changements climatiques. Et souvent, il y a de bonnes pratiques dans un État. Et en vulgarisant, en diffusant ces bonnes pratiques, les autres États peuvent s'en servir. Et en 1995, des négociations ont débuté pour renforcer la réponse au changement climatique. Et 2 ans plus tard, le protocole de Kyoto fut adopté. Le protocole entre en vigueur en février 2005. Contient des mesures plus fortes, légalement contraignantes pour les pays développés. Est-ce que c'est pour les pays développés que Kyoto est contraignant et non pour les pays en voie de développement? Vous voyez? Voilà. La première période donc de contrainte a commencé en 2008 pour se terminer en 2012. À la COP17 à Durban, en Afrique du Sud, donc, les gouvernements des parties au protocole de Kyoto ont décidé qu'une deuxième période de contrainte débutant en 2012 serait mise en place à la fin de la première période de contrainte. Il reste donc à ce niveau-là à définir la durée de cette période pouvant aller de 5 à 8 ans. Les pays ont convenu de la poursuite des travaux de la plateforme de Durban pour une action renforcée qui vise un double objectif, l'adoption à Paris en 2015 d'un protocole, un autre instrument juridique applicable à toutes les parties et applicable à partir de 2020. Cette fois-ci, ce n'est pas applicable seulement aux pays en voie de développement, aux pays développés, mais ça sera certainement applicable à tous les États. Et donc, on a dit qu'il y a 2 objectifs, et le deuxième objectif, donc, c'est le rehaussement du niveau d'ambition des efforts d'atténuation avant 2020. Et donc, notre ambition, par exemple, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre par État, hein, il faut rehausser ce niveau d'ambition. C'est trop facile que quelqu'un qui émet dans l'atmosphère, c'est un exemple que je prends, mais 12% de CO2 par mois, et puis qui dit que non, moi je vais réduire les émissions de 1% par mois. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. La réponse au changement climatique passe par une réduction des émissions. En 2010, les gouvernements se sont mis d'accord sur le fait que les émissions doivent diminuer afin que l'augmentation de la température globale ne dépasse pas 2 degrés Celsius. Actuellement, il y a plusieurs parties à la Convention. Le secrétariat de la Convention apporte un soutien à toutes les institutions impliquées dans les négociations sur les changements climatiques, plus particulièrement la conférence des parties ou COP, les organes subsidiaires et le bureau de la COP. Voilà. Et donc, ça, c'est le résumé un peu le résumé des actions, le résumé de la lutte. On va entrer ici dans quelques détails. Et surtout pour les premières actions. Et donc, en 1957, dans les premières mesures systématiques du CO2. Et donc, voilà.
en 1895, Arrhenius avait mis en garde la communauté internationale par rapport, ou du moins il avait fait ressortir l'effet de gaz. Et il a dit que cet effet de gaz-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lui, il voit un peu une petite augmentation de la température. Et puis, personne n'a considéré. Et donc, depuis là, c'est en 1956 qu'un scientifique américain va reprendre donc cet argument d'un réchauffement climatique dont l'homme serait responsable. Et en 1957, on va donc accepter de mesurer de façon systématique la teneur de CO2 dans l'atmosphère. Et en 1957, donc, ils vont faire les premières mesures à Hawaï et en Alaska. Vous voyez? Parce que c'est plus facile de voir ces choses-là dans les zones glaciaires, où il y a les glaciers. Voilà. En 1967, deux scientifiques prédisent plutôt un doublement de la concentration du CO2 d'ici donc de 1967 vers le début du 21e siècle. Non. C'est le 21e siècle, voilà, 21e siècle. Et une élévation donc de la température moyenne de l'ordre de 2 degrés Celsius. Et donc, en février 2019, on a la première conférence mondiale sur le climat qui marque le début donc de la mobilisation scientifique. Et donc, jusqu'à 1979, c'est vrai, certains en parlaient, mais il n'y avait pas encore une mobilisation générale ou internationale. Une première conférence donc, des Nations Unies sur l'environnement est organisée en juin 1972 à Stockholm, mais il faudra attendre la première conférence des Nations sur le climat en 1979 pour voir une assemblée scientifique internationale mettre en garde contre les changements climatiques. La déclaration adoptée par les participants appelle tous les gouvernements à prévoir et prévenir celles des conséquences possibles de l'action de l'homme sur le climat qui pourraient nuire au bien-être de l'humanité. Un programme mondial de recherche sur le climat est alors mis en place sous la responsabilité de l'OMM, du Conseil international des unions scientifiques et du programme des Nations Unies sur l'environnement. Donc, vous voyez que lorsque les scientifiques se lèvent aussi, les politiques peuvent se mettre en mouvement. En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, nommée par les Nations Unies en 1983 et présidée par Madame Gros, publie son rapport Our Common Future. Ce rapport est à l'origine de la popularisation du concept de développement soutenable dans la communauté internationale, ou bien développement durable. Donc, vous voyez que c'est en 1983 que cette notion va faire son apparition officielle, le développement durable. Notre futur commun, our common future. Donc, si nous avons un futur commun, il faut qu'on fasse des actions pour que ce futur-là, ça puisse, je sais pas comment, pour que ce futur puisse, au moment où ce futur va arriver, ceux qui vont vivre dans ce futur puissent bien vivre comme nous. Voilà. Et en 1987, on a le protocole de Montréal. Ce protocole, donc, il faut noter que ce protocole est relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone. Les États partis donc prennent la décision d'interdire la production et l'utilisation des CFC responsables de l'amincissement de la couche d'ozone jusqu'à l'an 2000. Donc, on est en 1987 et
à partir de cette date-là, jusqu'en 2000, il faut que ces émissions, les émissions de gaz CFC puissent ne plus exister. Dès la deuxième conférence des parties, qui s'est tenue donc à Londres en juin 1990, les États se sont entendus pour renforcer progressivement les dispositions de protection de la couche d'ozone. C'est ainsi qu'à l'occasion donc des différentes conférences et réunions des parties, ils ont adopté plusieurs ajustements techniques qui aboutissent à modifier donc le calendrier de réduction des substances déjà réglementées par le protocole et faire 4 amendements qui ont progressivement élargi le champ d'application du protocole, notamment en y intégrant de nouvelles substances comme le bromure de méthyle, les HCFC pour les derniers. Donc, vous voyez qu'au début, le protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d'ozone concernait seulement les CFC. Mais il a fallu, au cours des réunions qui ont suivi, il a fallu négocier pour qu'on puisse ajouter à ces gaz-là d'autres gaz comme les bromures de méthyle et les HCFC pour que aussi, jusqu'en 2020, on puisse ne plus les émettre dans l'atmosphère, donc ne plus les produire. Et ça sous-entend que peut-être la technique utilisée qui faisait qu'on produisait plus ces gaz qu'on les émettait dans l'atmosphère, il faut changer de technique. Voilà. En 1988, on a la création du GIEC. Et on va noter qu'à l'occasion de la conférence de Toronto, est-ce que vous avez des questions à cette étape-là? Non, madame. Vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas de commentaires non plus? Pas de commentaires? Non, madame. OK. Et donc, on continue. À l'occasion donc de la conférence de Toronto, organisée en juin 1988, sous l'égide du PNUE et de l'OMM, la communauté scientifique alerte les responsables politiques. Donc, il est question donc de stabiliser la concentration atmosphérique de CO2 avec pour premier objectif à l'échelle mondiale réduire les émissions de CO2 d'environ 20% de leur valeur de 88 d'ici à l'an 2005. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en 88. Les États émettent du gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc, c'est à un certain taux que chaque État émet les gaz carboniques dans l'atmosphère. Et donc, à la création du GIEC, il est question maintenant, on demande à ces États-là de réduire de 20%. 20% leurs émissions jusqu'en l'an 2005. Et donc, si je mettais par exemple 10 000 c'est peut-être 100 équivalents de CO2, 100 000 équivalents de CO2 dans l'atmosphère par an, on me demande de faire des réductions jusqu'à ce que de 1988 à 2005, je sois arrivé à une réduction de 20%. Voilà. Et à Toronto, le PNUE et l'OMM décident de mettre en place un organisme scientifique intergouvernemental pour suivre donc la problématique du réchauffement climatique. Et donc, ce groupe-là, ils vont l'appeler tout simplement GIEC, Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC donc a pour mission d'évaluer l'information scientifique sur les changements climatiques, leur impact et leurs mesures de prévention et d'adaptation envisageables. Donc, vous voyez que le GIEC est très important. Très, très important dans la lutte contre le changement climatique. Un premier rapport d'évaluation du GIEC sera publié en 1990, suivi de divers documents complémentaires les années suivantes. Le deuxième rapport d'évaluation du GIEC a été approuvé en 1995.
Et donc, le GIEC est un espace de confrontation des savoirs scientifiques. Mais le travail des experts qui en font partie reste étroitement contrôlé par les gouvernements, à qui il appartient de donner leur approbation aux rapports rédigés par les différents groupes de travail institués. Donc, vous voyez que le GIEC, c'est essentiellement scientifique. Mais quand la science a fini de parler, c'est comme nos études que nous faisons ici. Nous avons vu que dans cette zone, il y a peut-être des risques d'inondation, il y a ceci, cela. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous donnons les résultats aux décideurs, par exemple à la mairie de Cocody. Et c'est à eux de voir quelles sont les dispositions qu'ils vont prendre pour que ces zones-là, peut-être faire une évacuation des personnes qui sont là, ou bien bon, revoir les ouvrages de collection des eaux pluviales et autres. Donc, vous voyez que le GIEC fait son travail, mais ce sont les politiciens, les gouvernements, qui doivent, les preneurs de décision, qui doivent donner un poids à ces décisions-là, à ces résultats. Et donc, au niveau du GIEC, il y a plusieurs types de rapports. Il y a des rapports produits par, il y a des rapports d'évaluation, il y a des rapports spéciaux, il y a des rapports méthodologiques et il y a des rapports techniques. Et chacun de ces rapports contient un résumé à l'attention des décideurs, publié à toutes les langues officielles des Nations Unies. Vous voyez, toutes les langues officielles des Nations Unies. Et faisant le point sur les connaissances relatives aux questions traitées en des termes accessibles aux profanes. Donc, parlant des rapports d'évaluation, il faut noter que ces rapports fournissent des informations scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs incidences et leurs mesures qui pourraient être prises, et les mesures plutôt qui pourraient être prises pour y faire face. Le GIEC a publié 5 rapports de ce type en 90, en 95, en 2001, en 2007 et en 2014. Et je crois que, je ne sais pas si le dernier rapport est sorti, est toujours en cours, mais pour ce rapport-là, nous avons pris part à la correction en ce qui concerne les activités sur la désertification. Ensuite, donc, on continue toujours avec les rapports spéciaux. Ces rapports fournissent une évaluation relative à une question précise et sont souvent établis à la demande des parties à la Convention 4. Donc, le GIEC a publié plusieurs rapports de ce genre. Par exemple, le rapport concernant les incidences de l'évolution du climat sur les régions en 1997, l'aviation et l'atmosphère planétaire en 1999, les scénarios d'émissions en 2000, l'utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresteries en 2000, la fixation et le stockage du dioxyde de carbone en 2005, la préservation de la couche d'ozone et du système climatique planétaire, questions relatives aux hydrocarbures et aux hydrofluorocarbures et aux hydrocarbures perforés en 2005. Et il y a encore eu d'autres rapports. Est-ce que tout le monde me suit? Oui, on vous suit, madame. OK. Ensuite, il y a les rapports méthodologiques qui décrivent les méthodes et les pratiques en matière d'inventaire des émissions nationales de gaz à effet de serre. Parce que, vous voyez, chaque pays ne va pas décider de mesurer ses émissions de gaz à effet de serre selon sa propre façon de faire. Si les mesures ne sont pas faites sur la même base, la lutte, parce que, bon, peut-être que moi, mon appareil minimise la mesure, ou bien peut-être même que la précision n'est pas trop ça. Donc, il faut des choses assez partagées pour que tout le monde soit à la même base. Et donc, décrire donc ces méthodes et pratiques
utilisés par les parties à la Convention cadre pour établir leur communication nationale. Les nouvelles lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ont été publiées en 2006. Peut-être qu'à cette date, il y a eu un autre rapport de mise à jour. Le GIEC a aussi publié, donc en termes de rapport méthodologique, les rapports suivants. Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques et gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Les pratiques recommandées pour l'utilisation des terres, les changements d'affectation des terres et de la foresterie en 2003. Le rapport sur les définitions et les options méthodologiques en ce qui concerne les inventaires des émissions résultant de la dégradation des forêts et de la disparition d'autres types de végétation directement liées aux activités humaines plutôt en 2003. Ensuite, on a les rapports techniques, c'est-à-dire ces rapports donc, que je cite ici, ce n'est pas les seuls rapports. Il y a d'autres rapports. Voilà. C'est juste quelques exemples que je donne. Les rapports techniques fournissent des avis scientifiques ou technologiques sur des thèmes précis et sont fondés sur les éléments d'information figurant dans les rapports du GIEC. Donc, plusieurs rapports ont été aussi produits et on peut citer par exemple techniques, politiques et mesures d'atténuation des changements climatiques en 1996, stabilisation des gaz atmosphériques à effet de serre, conséquences physiques, biologiques et socio-économiques en 1997, incidence des propositions de limitation des émissions de CO2 en 1997, les changements climatiques et la biodiversité en 2002, les changements climatiques et les ressources en eau en 2008. Et donc, le premier rapport du GIEC est publié donc, en 1990. Ce rapport dresse le bilan des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs possibles répercussions sur l'environnement, l'économie et la société. Vous voyez ce chemin-là. Ce schéma montre que l'heure est grave. Les scientifiques qui sont en blouse blanche se sont levés pour montrer que tout est mélangé. Vous voyez, tout est mélangé. Et donc, le rapport confirme les informations scientifiques sur lesquelles étaient fondées les préoccupations relatives à l'évolution du climat. Ce rapport a servi donc de base à la Convention cadre sur le climat à Rio, en 1992. Il a amené donc l'Assemblée générale des Nations unies à décider d'élaborer une convention cadre sur les changements climatiques qui est entrée en vigueur en mars 1994. En octobre 1990, nous étions en 90 donc, en octobre 1990, on a le Conseil énergie-environnement qui va faire donc qui va avoir lieu au Luxembourg. Donc, à cette conférence, ils vont faire une précision sur la mobilisation internationale contre les changements climatiques de fin 80. Et en octobre 90, à l'occasion donc du Conseil énergie environnement du Luxembourg, les ministres de l'environnement des 12 pays de la communauté européenne s'engagent à stabiliser leurs émissions de CO2 au niveau de 90 d'ici l'année 2000. Ça veut dire quoi? Ils ont un niveau d'émission en 1990. Ils sont en 90. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire en sorte que jusqu'à l'an 2000, en 90, entre 90 et 2000, il y a combien d'années? Il y a 10 ans. Pendant les 10 ans, ils ne vont pas augmenter
Ils ne vont pas augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ils vont juste stabiliser. Donc, pendant les 10 ans, ils vont rester toujours au niveau de 90, au niveau d'émissions de 90. Est-ce qu'on se comprend? En novembre 90, on a la deuxième conférence sur le climat qui réunit plus de 137 États, plus la communauté européenne, ça veut dire qu'il y avait du monde. Un pas décisif est franchi. S'appuyant donc sur les conclusions du premier rapport du GIEC, la déclaration finale confirme que l'évolution du climat constitue une préoccupation commune de l'humanité et préconise l'instauration d'une convention internationale sur les changements climatiques dont les principes directeurs sont fixés. Et en décembre 1990, on a la création donc d'un comité intergouvernemental de négociation qui permet donc de rédiger une convention avant la conférence des Nations Unies sur le climat et le développement de juin 1992. En 1991, en octobre, on a la création des fonds pour l'environnement mondial, le FEM. Suivez bien. C'est un mécanisme financier issu d'une proposition formulée en 1989 par la France, la Banque mondiale, le PNUD et le PNUE. L'objectif de ce mécanisme financier est d'aider les pays en développement à s'attaquer à 4 grands problèmes relatifs à l'environnement mondial. Donc, ces 4 grands problèmes-là, on a le réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité, la pollution des eaux internationales et l'appauvrissement de la couche d'ozone. Et donc, les pays en développement, parce que souvent, vous voyez les pays en développement, je ne parle pas trop de nos États à cette étape donc de la lutte, nous ne sommes même pas encore chose. Peut-être que, je ne sais pas si nous sommes, est-ce que nous sommes des pays en développement? Nous sommes des pays en hein? Monsieur Souka? La Côte d'Ivoire, je crois que c'est un pays en voie de développement. Oui, madame, c'est vrai. Et le Cameroun? Vous êtes Camerounais? Non, moi je suis Togolais. Le Togo, c'est un pays sous-développé. Parce qu'il y a une différence entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Oui, il y a une différence. Bon, très bien. Donc, nous sommes un pays en voie de développement. C'est ce qu'il a dit. OK. Et donc, c'est un mécanisme financier va être mis en place pour aider les pays en développement. Donc, nous ne sommes même pas concernés. Nous sommes en voie. Mais eux, ils sont en développement. Donc, au moins, ils ont commencé leur développement. Je vois ici, par exemple, en son temps, je vois la Chine, en son temps. Actuellement, on ne peut pas parler de Chine. Je vois aussi les pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, peut-être. Voilà. Et donc, vous voyez que on vient, c'est comme si on vient, on accuse un peu, ça c'est un commentaire que je fais, les pays en développement. Pour dire que c'est eux qui sont, si ça augmente trop, parce que souvent quand ces pays en développement là, ils ne sont pas trop respectueux de certaines lois, de certaines dispositions. Donc là, on va attirer leur attention pour leur dire non, vous devez tout faire pour vous attaquer au réchauffement climatique, à la destruction de la biodiversité, à la pollution des eaux internationales et à l'appauvrissement de la couche d'ozone. Mise en place donc et financée et contrôlée par les pays développés, financée, contrôlée par les pays développés en prévision du sommet de Rio, le FEM joue un rôle central dans les transferts de fonds, mis en place dans le cadre de la Convention au profit des pays en développement. Initialement doté d'une enveloppe financière de 1,3 milliard de dollars pour une phase pilote de 3 ans, il a été restitué et a vu ses ressources financières reconstituées en 1994. Donc, vous voyez que c'est aussi une affaire de quoi? De gros sous. OK. Donc, nous venons de finir de parcourir les dispositions de 90 à 91. Nous allons nous intéresser maintenant à tout ce qui s'est passé du sommet de la Terre à Rio à la Convention cadre. Et donc, on va noter que 131 chefs d'État réunis à Rio adoptent
l'agenda 21, liste de 2500 recommandations d'action pour le 21e siècle. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ou United Nations Framework Convention on Climate Change. Et cette convention cadre est ouverte à signature. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très important. Comme on l'a vu, lorsqu'on faisait ressortir le résumé, on a vu que la convention cadre, c'est un cadre. C'est un cadre très important pour la lutte contre les changements climatiques. Il est quelle heure? J'aime ça. Il a dit. Il est là, ici, il est 11h12 chez nous. Il est 10h chez toi? OK. Et donc, la convention cadre impose aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre le changement climatique et fixe un objectif ultime défini par son article 2. Vous voyez, est-ce que la phrase là, est-ce que vous me suivez? La phrase, ce que la phrase dit, monsieur Nafi? Nafi? La phrase qui dit que la Convention cadre impose aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre le changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux. Oui, peut-être que vous pouvez venir en aide. Moi, je crois que quand on dit pays industrialisés, en général, ce sont les pays développés. Oui. Donc, on leur donne la responsabilité pour lutter contre le changement climatique. C'est parce que ces pays industrialisés, ces pays développés sont les grands pollueurs. Oui. C'est ça. Et donc, on leur dit que c'est vous qui avez cette première responsabilité-là. Ça vous revient. À vous de faire tout pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche plutôt toute perturbation humaine dangereuse du système climatique. Et ce, dans un délai suffisant pour que l'adaptation au changement climatique des écosystèmes et des sociétés humaines soit possible. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne le fait pas vite, si on ne le fait pas dans un temps bien précis et qu'on dépasse déjà une certaine température, souvent, c'est difficile de revenir à la normale. C'est difficile de revenir à la normale. Comme ça, pour une petite histoire, j'avais eu des problèmes au niveau des problèmes de santé. Et puis, je ne sentais plus mon pied droit. Et quand j'ai rencontré le médecin qui lui-même aussi est enseignant d'université, quand il a su que j'étais une de ses collègues, il m'a dit, le jeudi, non, il m'a rencontré le jeudi, il m'a dit, demain, je te paie. Il m'a dit, je ne vais pas cette affaire de me payer demain. Il dit, si on ne le fait pas vite et que cette insensibilité atteint un certain niveau, on n'allait plus sentir votre vie. Donc, il y a des choses là, il ne faut pas traîner dans le temps. Voilà. Et l'article 4.1 de la Convention fixe un certain nombre d'engagements communs à toutes les parties de la Convention publiée de la Convention. Et ces engagements, c'est quoi? C'est de publier régulièrement les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, adopter des programmes nationaux et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'adaptation au changement climatique. Donc, il y a ce qui revient principalement aux pays industrialisés, mais la Convention cadre demande à tous les États de faire connaître de façon régulière les inventaires de gaz à effet de serre, d'adopter des programmes d'adopter des programmes nationaux et de mise en œuvre et de mettre en œuvre aussi des mesures de prévention et d'adaptation. Donc, programmes nationaux et des programmes de mise en œuvre
des mesures de prévention et d'adaptation au changement climatique. Donc ça, tous les États doivent le faire. Donc la Côte d'Ivoire et le Togo aussi font partie. Voilà. Après, donc, jusqu'à ce niveau-là, on n'a pas encore parlé des pays sous-développés. Donc, on n'est pas encore bien concernés. Enfin, nous, même jusqu'aujourd'hui, peut-être, à part nos gouvernants et nos ministères de l'Environnement et autres, les Ivoiriens, les citoyens togolais, ils s'en foutent de toutes ces choses. Quand tu vas leur dire que, attention, faites ceci, faites cela, parce que la forêt peut changer, on veut dire, quoi? Nos anciens, nos arrière-grands-parents ont cultivé cette terre. Et nous sommes en train de cultiver. Qu'est-ce que toi, tu allais à l'école avant-hier, là, c'est quoi tu nous dis? Voilà. Et donc, c'est ça. Donc, après sa ratification par 50 États, la Convention est entrée en vigueur le 21 mars 1994. Universelle, elle est ratifiée actuellement par au moins 194 pays de la communauté européenne. Donc, c'est bien. Les pays développés et les pays en transition et la communauté européenne s'engagent donc dans la communauté européenne. Il y a deux groupes. Donc, il y a un groupe qui est vraiment pour le changement climatique. Donc, on va appeler les pays de l'annexe 1 à la Convention, s'engagent donc à adopter des politiques et des mesures afin de stabiliser d'ici l'an 2000 leurs émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990. Enfin, les pays développés et la communauté européenne de l'annexe 2 à la Convention s'engagent, écoutez bien, donc, c'est comme si ici on a deux groupes. Il y a un groupe qu'on appelle les pays de l'annexe 1, qui est constitué de pays développés, de pays en transition, et de la communauté, d'une partie de la communauté européenne, qui eux acceptent de faire des sacrifices, de diminuer, de stabiliser. Par contre, il y a un autre groupe, ce qu'on va appeler les pays de l'annexe 2, qui est constitué aussi de pays développés et de communautés européennes, qui s'engagent à financer les coûts encourus par les États en développement pour respecter leurs engagements. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, prof. Est-ce que vous comprenez ce que la phrase veut dire? Financer les coûts encourus par les pays en développement pour respecter leurs engagements. Monsieur Souka, est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase? Je crois que bon, je n'ai pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris? Je disais qu'il y a deux groupes de pays. Il y a un groupe de l'annexe 1 constitué de pays développés, oui, de pays en transition et de communautés européennes qui s'engagent à adopter des politiques et mesures afin de stabiliser leurs émissions. Mais par contre, il y a un autre groupe qui s'engage à financer les coûts encourus par les pays en développement pour respecter leurs engagements. Quelle analyse vous en faites? Ma fille, tout le monde est concerné, jeune fille, tu peux parler. Je ne peux pas. En plus, ça se passe. Vous savez que l'annexe 2 peut financer les dégâts que les pays de développement causent. Les dégâts? Des dégâts. Est-ce que c'est les dégâts? Bonjour, monsieur. Donne-moi ton nom. Non, oui, monsieur Aka, c'est Blanche qui me plaît beaucoup. C'est Aka quel est le nom? Oui, Aka c'est le nom. Mais Blanche aussi c'est le nom. C'est le nom des familles. Donc,
Les deux sont. Ok, moi, c'est blanche. Je vais faire la réunion. Non. J'allais surveiller ça. Oui, c'est là. On a fini. On a fini tout ça. Et puis, on est parti. Bon, c'est pas la forme. C'est ça même. Donc, il faut te retrouver un peu. Après, il y a eu ça. Il y a eu, hein, après, il y a eu. Quand on dit la réunion, ça fait comme après. Ok. Et donc, on continue. En fait, ce que tu as dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as bien commencé, mais tu as mal terminé. Donc, M. Souka, elle a les pays, ces pays de la NES veulent financer les dégâts, c'est ça, non? Hein? Des pays en développement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Financer des dégâts. Quel genre de dégâts? C'est pas les dégâts. Financer quoi? Vous ne suivez pas? En réalité, ils sont en train de se désengager. Si vous regardez bien. Donc, ça veut dire que c'est les pays développés qui se désengagent. Oui, désengager de façon intelligente. C'est comme si, quand vous regardez la phrase, c'est comme si c'est les pays en développement qui ne respectent pas les engagements. C'est pour ça que le taux de CO2 dans l'atmosphère, le taux de gaz à effet de serre continue d'augmenter. Et donc, eux, ils sont prêts à financer ces pays en développement-là pour respecter leurs engagements. Ça veut dire quoi? Ils sont prêts à débourser des fonds pour mettre en place un certain nombre de projets. Par exemple, si la forêt est partie, ils vont les aider à faire une reforestation. Hein? S'ils utilisent par exemple l'énergie fossile, ils vont les aider à utiliser les énergies renouvelables et ainsi de suite. Mais est-ce que ça ne fait pas penser à un désengagement? Oui, ça fait penser à un désengagement, puisque on avait vu précédemment que c'est les pays développés qui sont plutôt les gros pollueurs, les grands pollueurs. C'est eux qui produisent plus de gaz à effet de serre. Justement. Ils ont des grandes entreprises, alors que dans les pays en voie de développement, il n'y a pas tellement d'entreprises. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont même pas prêts à faire une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils ne sont pas prêts à stabiliser. Ils veulent toujours continuer d'émettre et venir se, je ne sais pas comment dire, venir se rabattre sur les pays en développement, comme si c'était les émissions des pays en développement qui faisaient que la température continue de monter. Donc, vous voyez que là, on a deux groupes. Et cette histoire, donc, qui est là, ce qui est dit, est à l'origine de tout ce qu'on va voir après, de tout ce qu'on voit aujourd'hui, de tous ces mécanismes qui existent, que nous allons voir aujourd'hui. Donc, entrée donc en vigueur en 1994, la Convention cadre est la première tentative dans le cadre de l'ONU de mieux cerner ce qu'est le changement climatique et comment y remédier. Elle reconnaît trois grands principes. La Convention cadre reconnaît trois grands principes. Le principe de précaution, le principe de responsabilité commune mais différenciée et le principe du droit au développement. Et donc, le principe, c'est quoi le principe de précaution? Donc, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence donc de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Donc, ce qu'on peut faire, il faut le faire. Il ne faut pas mettre les choses à plus tard. Ensuite, on a le principe de responsabilité commune mais différenciée, qui dit les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème.
Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leur société exerce sur l'environnement et des techniques et des ressources financières dont ils disposent. Donc, vous voyez que les États-Unis, leur implication n'est pas la même chose. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, n'est pas la même chose que la Côte d'Ivoire, ce que l'État de Côte d'Ivoire produit ou l'État togolais. Donc, chacun doit être responsable. Et notre responsabilité est commune. On veut mettre fin à ce changement climatique, mais nos responsabilités ne sont pas les mêmes. Le principe du droit au développement. La Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement énonce les exigences essentielles comme suit. Faire de l'individu le sujet central du développement, assurer une participation libre et active et utile, garantir la non-discrimination, répartir équitablement les bénéfices du développement, respecter l'autodétermination, et la souveraineté sur les ressources naturelles, le tout dans un processus qui fait progresser l'exercice des autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Donc, vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on veut dire en un mot? C'est vrai qu'il y a un changement climatique, mais tous les États ont le droit de quoi? De se développer. Il ne faudrait pas qu'on interdise à un État de se développer. Parce que si on t'interdit, si tu veux développer, par exemple, des industries, chez toi, on vient te dire que non, les industries vont produire encore des choses, donc il ne faut pas le faire. Mais à quel moment, toi, tu vas te développer? Voilà. Et donc, on va retenir que, pour cette première partie, que la lutte contre les changements climatiques commence avec la première mesure systématique du CO2 en 1957. Cette lutte timide est passée par la mise en place du GIEC, de mécanismes financiers comme le FEM et de la Convention cadre en 1992 au sommet de la Terre à Rio, où elle commence à se doter de bases solides. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? Vous n'avez pas de questions, M. Souka et Nafi? OK. Donc, on va mettre fin à cette partie et on va se donner 5 minutes de pause. C'est bon?